Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'énergie nucléaire. Donc, c'est vrai que c'est un sujet qui fait l'actualité en ce moment parce qu'en France, moins de 50% du parc nucléaire fonctionne aujourd'hui. C'est un taux qui est historiquement vraiment très bas. Alors, ça s'explique à la fois par des problématiques de maintenance qui doivent être réalisées, mais aussi des problématiques de corrosion sur les réacteurs les plus récents. Et c'est vrai qu'on se rend compte de cela alors qu'on rentre dans une crise énergétique, alors qu'on pense qu'il y a de vraies chances d'avoir des coupures d'électricité l'hiver prochain. Alors cette situation, elle est due à des années de sous-investissement en France dans le domaine du nucléaire. Elle est due également à des programmes de fermeture de centrales nucléaires. Certaines ont déjà été fermées et des dates ont été fixées pour d'autres centrales. Et cela a progressivement détruit la filière nucléaire française on a perdu de plus en plus de compétences qui nous manquent aujourd'hui cruellement pour arriver par exemple à résoudre les problématiques de corrosion. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nucléaire peut aider pour la partie production d'électricité. En revanche, dans le domaine énergétique, il y a aussi beaucoup d'autres choses, hein, et il n'y a pas que l'électricité. L'électricité représente en France, par exemple, 35 à 40% de la totalité de l'énergie consommée. Et pour donc l'autre partie, qui n'est pas la production d'électricité, par exemple la consommation de gaz, elle n'est pas toujours substituable par de l'électricité. Parfois c'est possible, mais il est nécessaire de faire de gros investissements. Par exemple dans une chaîne de production, voilà, l'industriel devrait investir beaucoup d'argent pour basculer sur de l'électrique. Et dans d'autres cas, tout simplement, il n'est pas possible de se passer de gaz. J'en ai parlé par exemple dans une autre vidéo dans le domaine de la production d'engrais. Le gaz est tout simplement un réactif de la réaction chimique, et donc il n'est pas substituable par de l'électricité. Néanmoins, je pense que la crise énergétique dans laquelle on rentre va faire réfléchir un certain nombre de personnes et de gouvernements, notamment ceux qui se sont fortement opposés au développement de l'industrie nucléaire. C'est vrai que moi, personnellement, je pense que c'est une industrie qui a un gros potentiel à moyen long terme, tout simplement parce que c'est la seule aujourd'hui technologie qui permet de manière efficace, avec un combustible qui a une forte densité énergétique, et bien, qui permet de produire de l'électricité à un coût raisonnable et avec des émissions très faibles de gaz à effet de serre. Donc pour cette vidéo aujourd'hui, je vais vous faire un point complet sur ce secteur de l'énergie nucléaire. On va regarder quel est le poids de l'énergie nucléaire dans le monde par rapport à la production d'électricité et aussi par rapport à la consommation d'énergie. Quels sont les pays et les zones géographiques dans lesquelles c'est une industrie qui est favorisée, dont le développement est favorisé, et quels sont ceux qui veulent en sortir. Je vous ferai également une comparaison entre le nucléaire et l'éolien en termes de coûts de production et aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, on regardera quelles sont les opportunités d'investissement dans ce secteur, et vous verrez que c'est notamment dans le domaine de l'uranium. Allez, on y va, c'est parti. Un certain nombre de pays développés, comme par exemple l'Allemagne ou la France, ont décidé au cours des dernières années de sortir plus ou moins progressivement du nucléaire, notamment sous la pression de groupes écologistes. Et donc c'est vrai qu'il y a des petits craquements qui se font sentir. Donc on voit ici, par exemple en Allemagne, hein, avec l'arrivée de la crise énergétique, il a été décidé de repousser légèrement la fermeture de certains réacteurs nucléaires. Donc ils devaient fermer totalement à la fin de l'année 2022. Et ici, ce qui est indiqué, c'est qu'il y en a deux des trois centrales allemandes qui resteront en veille, en réserve, jusqu'au printemps 2023, hein, parce qu'il y a réellement des risques de coupure. C'est ce qui est indiqué. Les réacteurs pourraient permettre d'éviter des coupures de courant dans certains scénarios critiques. Et d'ailleurs, il y a même d'autres responsables politiques qui, eux, en Allemagne, demandent la poursuite de l'exploitation des trois centrales nucléaires jusqu'en 2024 au moins. Donc on voit il y a quand même, il commence à y avoir des tensions en Allemagne, et c'est normal, hein, ils réalisent qu'il y a une crise importante qui arrive pour l'hiver.
En France, par exemple, on a eu aussi un peu un revirement hein, des politiques. Donc là, par exemple, c'est le président qui avait en fait quelques mois avant sa réélection commencé un virage un peu à 180 degrés en annonçant de relancer la filière nucléaire. Alors il n'a pas annoncé qu'il allait suspendre le programme de fermeture des anciennes centrales, mais c'est plutôt un programme de construction de nouvelles centrales type EPR. Vous pouvez voir sur ce graphique l'évolution de la production d'électricité nucléaire au niveau mondial. Donc vous voyez que eh bien, on a commencé dans les années à peu près 1970, il y a eu une très forte progression. Et c'est vrai que depuis à peu près les années 2000-2005, on est plus ou moins stable. Donc il y a eu une baisse là dans les années 2010-2012. Et maintenant, on a l'impression qu'on repart globalement sur une phase de hausse. Alors après, quand on regarde un petit peu plus dans les détails par zone géographique, donc vous les avez ici, c'est les différentes couleurs, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la phase de la hausse, en fait, vient principalement de la zone Asie, c'est la zone que vous avez en bleu clair ici tout en bas, alors que les autres zones, là où il y a les pays les plus développés qui avaient investi initialement beaucoup dans le domaine du nucléaire, par exemple comme les États-Unis et la France, eh bien là, on est plutôt en stagnation, voire en diminution en termes de volume de production. Donc si ensuite on regarde au niveau du mix énergétique, pour bien donner les ordres de grandeur au niveau mondial, par rapport à la totalité de l'énergie consommée, l'énergie nucléaire, c'est moins de 5%. Donc là, on est à peu près à 4,3 d'après cette analyse. Et après, si on regarde par rapport à la totalité de la production d'électricité, le nucléaire représente un peu plus de 10%, 10,4 au niveau mondial. Alors maintenant, si on se focalise sur la France, donc là, vous avez d'abord l'évolution de la production hein, donc d'énergie nucléaire. Donc vous voyez un peu comme tout à l'heure, autour des années 2005 à peu près, on a atteint le pic de production en France d'électricité nucléaire. Et c'est vrai que depuis, on a une tendance baissière très claire. On voit même que l'année 2020 donc, était un peu particulière, mais en 2021, on est à un chiffre qui est quand même significativement inférieur à l'année 2019. Donc on a vraiment une tendance baissière. Si on regarde, donc pour bien donner les ordres de grandeur, donc la part de l'énergie nucléaire par rapport à la totalité de l'énergie consommée en France, donc là, il y a un certain nombre de retraitements à faire pour arriver à ce chiffre, mais donc d'après cette analyse, on arrive à 37% à peu près par rapport à la totalité de l'énergie consommée. Et ensuite, si on regarde quel est le poids du nucléaire par rapport, donc toujours en France, par rapport à l'électricité produite, eh bien, donc c'est cette partie ici en jaune, on est à peu près à 68-69% de l'électricité produite. Et c'est vrai que c'est en diminution, j'ai fait le calcul en remontant à 2005, et en 2005, on était à 78%. Donc on a vraiment un poids du nucléaire hein, dans la production d'électricité en France qui, là aussi, diminue progressivement. Donc globalement, ce qu'il faut retenir ici, hein, dans ces premiers chiffres, c'est que, eh bien, on a, semble-t-il, un redémarrage hein, du développement de ce secteur nucléaire. Mais ce redémarrage vient très clairement de la zone Asie, alors que, semble-t-il, on a les autres pays développés qui, eux, eh bien, pour l'instant en tout cas, n'ont pas une production qui augmente beaucoup, voire ils ont plutôt une production qui diminue. On va se focaliser maintenant sur le parc nucléaire français. Donc sur ce graphique, on peut voir la capacité installée par pays. Donc vous voyez que de loin, ce sont les États-Unis d'Amérique hein, qui ont la plus grosse capacité installée. Mais en numéro 2, on a la France, suivie de pas très loin par la Chine, hein. Elle risque bien sûr de se faire dépasser assez rapidement par la Chine vu le nombre de projets qu'il y a en construction. Mais quand même, donc la France est de loin hein, le pays européen qui est le plus équipé en termes d'énergie nucléaire. Donc si on regarde ensuite
la part du nucléaire dans la production d'électricité par pays, et bien là, on voit que en termes, si on compare à d'autres pays, la France est quand même très loin devant. Donc c'est assez impressionnant. Donc comme quoi les investissements qui ont été faits dans le passé, eh bien, apportent une certaine une sécurisation hein, de sa production d'électricité à la France. Elle ne dépend que assez peu de pays extérieurs, par exemple pour la fourniture de combustibles fossiles. Et si on regarde ensuite la même donnée, mais en nombre par habitant, eh bien là aussi, hein, la France est à un niveau extrêmement élevé. Il y a juste la Suède qui a un montant un petit peu plus élevé par habitant. Et ensuite, donc si on regarde le parc, donc on a 56 réacteurs qui sont en service aujourd'hui et seulement un seul, hein, l'EPR de Flamanville, qui est en cours de construction. En termes d'ancienneté du parc, donc effectivement, la plupart des réacteurs français ont été construits dans les années 1980. Il y en a eu quelques-uns ensuite, hein, dans les années 90 et 2000, hein, mais un petit peu moins. C'est eux qui ont les problèmes aujourd'hui de corrosion. Donc la durée initiale de vie de ces centrales était d'environ 40 ans, estimée à 40 ans. Aujourd'hui, on se rapproche hein, de ces durées-là pour les centrales les plus anciennes. La réalité, c'est que, eh bien, on a un certain nombre de centrales qui ont commencé à recevoir des autorisations pour durer jusqu'à 50 ans. On voit qu'aux États-Unis, des centrales qui utilisent les mêmes technologies ont commencé à avoir des autorisations pour durer jusqu'à 60 ans. Il y a certaines centrales également qui demandent des rallongements jusqu'à 80 ans. Donc on a vraiment le sentiment que, voilà, en tout cas pour les centrales les plus anciennes, elles ont la capacité de tenir au moins 60 ans. Donc on a encore un petit peu de temps devant nous. En fait, la vraie question, c'est plutôt pour le plan qui a été mis en place hein, de fermeture de centrales en France. Donc on voit hein, ici dans cette colonne eh bien, les arrêts définitifs qui ont été prévus avec des dates limites maximales à 2035, qui en fait, pour ces centrales-là, sont vraisemblablement eh bien, avant des dates qui sont avant la durée maximale pendant laquelle on pourrait utiliser la centrale. Donc c'est un peu dommage et une question c'est de savoir si on va revenir hein, sur ces plannings d'arrêt définitif des centrales. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, on a un vrai problème en ce moment en France, c'est que plus de 50% du parc nucléaire est à l'arrêt. Ce qui est indiqué ici, c'est qu'on a sur les 56, la totalité, on en a 32 hein, réacteurs qui sont à l'arrêt. Donc certains, la majorité pour des problèmes de maintenance classiques, on va dire, mais aussi il y en a 12 qui sont donc arrêtés pour des problématiques de corrosion. Donc ça a été détecté il y a quelques mois. On appelle ça une corrosion sous contrainte qui se traduit par des petites fissures. Alors le problème, c'est que c'est lié à des soudures, mais qui sont à des endroits vraiment stratégiques et très importants, qui doivent rester bien étanches de la centrale. Donc c'est ce qui est indiqué ici, hein, au niveau de coudes, des tuyauteries d'injection de sécurité. Donc c'est vraiment des endroits très importants dans la centrale. Et donc l'EDF doit absolument faire rapidement eh bien, les opérations de maintenance sur ces centrales et de réparation. Donc là, ils ont fait des estimations. Ils pensent que d'ici la fin de l'année, ils arriveront à remettre en fonctionnement donc 51 réacteurs sur 56. Hein. Donc il y en a 5 sur lesquels eh bien, les réparations risquent de durer un petit peu plus longtemps. Voilà, donc on verra s'ils y arrivent. Le problème, c'est que, et ça a été assez bien expliqué dans une vidéo lors d'une conférence par le PDG d'EDF, c'est qu'ils ont des vraies problématiques de compétences hein, aujourd'hui chez EDF et d'avoir suffisamment de main-d'œuvre qualifiée pour aller travailler sur ces réparations et ces opérations de maintenance. Donc c'est ce qui explique par exemple qu'il a été annoncé là très récemment
c'est assez surprenant, mais la création d'une école de soudure en France, hein, donc pour former des soudeurs et des soudeuses de très haut niveau et afin qu'ils puissent travailler sur ces chantiers à la fois de maintenance et de création de nouvelles centrales. Et c'est vrai que ce sont des compétences qui se sont perdues un peu à peu au cours des 30 dernières années. Il y a eu notamment déjà des problèmes hein, liés à des soudures sur le PR de Flamanville, hein. Donc il y avait eu des retards, un certain nombre de retards dans dans la création de cette centrale qui était liée à des soudures de qualité très médiocre, hein, ce qui est indiqué ici. Voilà, la capacité à arriver à recréer ce savoir-faire sera vraiment décisive hein, dans les mois et les années à venir. Si on prend maintenant du recul et qu'on regarde au niveau mondial quelles sont les grandes tendances en termes de politique dans le domaine du nucléaire, on voit qu'il y a de grandes différences entre pays. Ceux donc, qui avaient beaucoup investi dans le passé, à savoir l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest, eh bien aujourd'hui, on voit que, vous voyez ici qu'il y a très peu de chantiers hein, en cours. Et surtout, on a un nombre de réacteurs en cours d'utilisation qui est en baisse dans ces pays-là. Alors que en Asie, hein, principalement, on a là, en revanche, des politiques très agressives de développement du nucléaire. On a 24 chantiers dans la zone Chine-Russie, 19 chantiers dans la zone Moyen-Orient et Asie du Sud-Est. Donc on a vraiment une volonté très forte, hein. C'est principalement tiré par la Chine, mais une volonté très forte de développer le nucléaire en Asie. Donc l'Europe, si on zoome, c'est vrai que c'est vraiment la zone hein, où les mouvements antinucléaires ont eu le plus d'impact. Vous voyez, notamment en Allemagne, en Espagne, en Italie, également en Suisse, où il y a eu une votation, et en Autriche. Donc tous ces pays-là sont en voie de sortie plus ou moins rapide du nucléaire pour l'instant. Ils vont peut-être changer d'avis, mais pour l'instant, c'est la tendance. Pour vous donner une bonne idée, on va regarder les nouvelles constructions qui ont démarré en 2021 et vous verrez que bien, en termes d'implantation, c'est assez clair. Donc là, vous voyez qu'il y en a la majorité, c'est en Chine, hein. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six en Chine en 2021 de début de construction. Ensuite, on en trouve deux en Inde, on en a une en Russie, une en Turquie. Voilà, donc vous voyez, aucune en Europe, aucune en Amérique du Nord. Si on regarde de façon globale les centrales qui sont en cours de construction aujourd'hui, il y en a 53 dans le monde. 36 sur ces 53 sont en Asie, hein. Donc on voit bien que c'est cette zone-là hein, qui tire le développement. On va regarder maintenant une donnée importante qui est la durée de construction. Donc ça, c'est un point un peu gênant hein, pour cette industrie. On a vraiment des durées de construction qui sont très longues. Donc là, les dernières, on voit qu'en moyenne, on doit être autour de 90 mois à peu près. Donc on est à plus de environ 7 ans. Et si on regarde hein, sur une plus longue période, on voit qu'en réalité, en moyenne, on reste toujours hein, autour de 80 mois à peu près, donc autour de 6 ans, 6 ans et demi en termes de durée de construction. Donc ça, c'est vrai que c'est un sujet. Il y a souvent des retards qui sont pris sur ces projets qui sont parfois assez complexes, hein. Un exemple, c'est effectivement le PR de Flamanville. On va voir un peu plus loin dans la vidéo qu'il y a certainement de nouvelles technologies qui arriveront et qui permettront de réduire de manière significative ces durées de construction. Je voudrais maintenant revenir sur un concept très important qui est la densité énergétique des combustibles. Quand vous avez besoin de créer de l'énergie, la plupart du temps, vous avez besoin d'utiliser un combustible. Donc, ça peut être du bois, du charbon, du pétrole, du gaz ou de l'uranium dans le cas de l'énergie nucléaire. Et donc, de façon assez logique, quand les pays se sont développés, ils ont toujours cherché à aller vers un combustible qui avait une densité énergétique plus élevée.
Donc c'est ce qui s'est passé hein, au cours du temps. Vous voyez, on a commencé avec du bois, vous arrivez à en tirer 16 mégajoules par kilogramme. Puis ensuite le charbon, c'est un petit peu plus, 24, et ça augmente comme ça. Le pétrole, le gaz naturel, c'est encore un petit peu plus. Et quand on passe à l'uranium, donc pour créer de l'énergie nucléaire, ben là, on a un saut très important, hein. On a une densité énergétique qui est vraiment beaucoup plus importante, avec aussi un type de réaction qui est plus complexe à maîtriser, bien sûr, hein, une réaction nucléaire. Mais néanmoins, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une logique à ce que, en termes d'innovation, on aille progressivement vers des densités énergétiques qui sont plus élevées. Et c'est pour ça qu'il y a un tel intérêt à aller vers le développement de l'énergie nucléaire, parce qu'elle a cette densité énergétique beaucoup plus élevée. Avant de passer à la comparaison entre le nucléaire et l'éolien, j'ai besoin de vous rappeler un principe de base sur les réseaux électriques. C'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Il faut bien comprendre que le stockage de l'électricité n'est pas possible. Et donc, sur un réseau électrique, on a besoin à tout moment de vérifier et de faire en sorte que l'offre soit égale à la demande. Donc cela, ça se fait en mesurant la fréquence du courant alternatif qui circule sur le réseau. La fréquence d'équilibre est de 50 Hz. Et donc on a une petite tolérance autour de ces 50 Hz. Là, ce qui est indiqué, c'est que le seuil de tolérance est de 0,05 Hz à peu près. Mais il faut absolument essayer de se maintenir dans cette fourchette. Donc ce qui se passe, c'est que si jamais il y a plus de demandes que d'offres, à ce moment-là, la fréquence baisse. Et à contrario, quand l'offre est supérieure à la demande, eh bien la fréquence augmente. Donc tout ça, ça veut dire que c'est un système qu'il faut en permanence surveiller. Et il faut avoir des outils pour arriver à faire varier le niveau de production d'électricité pour se coller exactement à la demande qu'il y a en face d'électricité. La capacité de faire varier la production en fonction de la demande, ça s'appelle la pilotabilité, c'est-à-dire la capacité d'envoyer un petit peu plus d'énergie ou alors de réduire un petit peu si jamais on a une variation en phase de demande. Au final, si vous arrivez à rester sur votre réseau électrique autour de 50 Hz, eh bien, il n'y aura pas de problème. En revanche, si vous vous en écartez, c'est là qu'il y a des risques de blackout, donc sur des parties ou bien la totalité du réseau électrique. L'objectif maintenant avec ce graphique, c'est de vous montrer pourquoi et à quel point les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire créent de l'instabilité sur le réseau électrique. Donc là, ce qu'on voit, c'est la production d'électricité sur le réseau allemand. On est sur une période, donc c'était en 2017, une période d'un mois à peu près, et on voit les variations en fonction des différents types de production. Vous avez par exemple en rouge, c'est la partie de production nucléaire. Ici en marron clair, vous avez la production avec des centrales à charbon lignite. Ensuite là, marron foncé, c'est un autre type de charbon. Puis vous avez le gaz qui est ici en orange. Et ensuite, les deux dernières parties, la partie vert clair, c'est l'éolien. Et vous avez un petit morceau en plus qui est la partie jaune en haut, qui est le solaire. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que quand on observe les parties solaires et éolien, eh bien, on a donc vraiment de très très fortes variations de la quantité de production. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des énergies, le solaire et l'éolien, qui ne sont pas pilotables. Et donc, quand il y a du vent ou du soleil, eh bien, ils vont produire à une certaine quantité et on ne peut pas moduler cette quantité de production. Donc c'est simplement, on attend de voir et on a une certaine quantité qui arrive en fonction du vent et de l'ensoleillement. Et donc on voit qu'il y a des variations très fortes. Donc parfois, comme pendant cette période-là, vous voyez, il y a beaucoup de vent ici. Et donc on a énormément de production d'électricité éolienne. Parfois, il va y avoir beaucoup de soleil comme ici. Et puis parfois, à la fois que ce soit sur l'éolien
et le solaire, eh bien, on va avoir zéro de production. Donc ici, par exemple, si vous zoomez, vous allez voir qu'on est quasiment à zéro sur l'ensemble solaire plus éolien. Donc ça veut dire très concrètement que l'injection d'électricité qui vient de ces deux sources eh bien, est difficilement prévisible donc dépend globalement de la météo et donc va créer de l'instabilité sur le réseau parce que c'est pas quelque chose qui va correspondre forcément aux besoins, à la demande qu'il y a en face. Et donc, ce qu'on voit, c'est que lorsque il y a des très fortes hausses de la production éolienne, par exemple ici, eh bien, d'autres énergies qui, elles, sont pilotables, à savoir notamment le gaz et le charbon, donc là, c'est le charbon qu'ils appellent hard coal, eh bien, ceux-là, on fait baisser leur production très fortement pour ne pas trop s'écarter de la demande qu'il y a en face. Et d'ailleurs, souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que malgré ça, il y a trop de production d'électricité et donc le pays doit exporter et vendre ce surplus de production. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand on additionne sur un réseau une source d'électricité qui n'est pas pilotable, on vient créer de l'instabilité. Pour ce qui est de l'énergie nucléaire, alors vous voyez ici qu'elle ne varie pas énormément, il y a des petites variations, c'est la partie en rouge. Euh, D'après les informations que j'ai pour ce qui est des centrales nucléaires en France, on a quand même un certain niveau de pilotabilité avec les centrales nucléaires, hein. On peut faire varier et ajuster la puissance en fonction des demandes. Ce n'est pas 100% pilotable comme une centrale à gaz ou à charbon, mais en tout cas, c'est nettement plus pilotable que eh bien, les énergies éoliennes et solaires. On va maintenant faire une comparaison entre le nucléaire et l'éolien, à la fois en termes de coût d'investissement, mais également en termes d'empreinte carbone. Donc, on commence par le coût d'investissement, la comparaison sur le coût d'investissement. Donc là, c'est une analyse qui a été faite par Jean-Marc Jancovici, donc entre le nucléaire et l'éolien. Donc là, la première chose à bien comprendre, c'est que si on veut arriver à comparer des choses qui sont comparables, et comme les deux énergies ne sont pas 100% pilotables, il faut dans l'analyse rajouter à chacune une capacité de stockage pour venir compenser le fait qu'elles ne sont pas 100% pilotables. Et donc cette capacité à ajouter est plus importante, bien sûr, dans le domaine éolien que pour le nucléaire, comme je disais précédemment. Donc il a fait ce calcul-là avec les durées de vie eh bien, des centrales, les pourcentages d'utilisation par rapport à la valeur nominale, les besoins de stockage complémentaires. Donc vous voyez ici beaucoup plus nécessaire pour l'éolien et il y en a quand même besoin pour le nucléaire. Et donc après avoir additionné tous ces éléments-là, il arrive à la conclusion que au minimum, le nucléaire va être en termes de coût d'investissement 5 fois plus avantageux et ça peut monter en fonction des critères qu'on prend jusqu'à 30 fois moins cher. Voilà, donc il y a vraiment une différence de coût très importante et une grande partie de cette différence de coût vient du fait que on est vraiment sur des énergies qui ne sont absolument pas pilotables. Alors ensuite, on peut regarder l'empreinte, la comparaison en termes d'empreinte carbone. Donc là, je me base sur un rapport de l'ADEME, donc qui a essayé de faire vraiment une analyse sur le cycle de vie, parce que c'est ça qui est important de faire pour voir véritablement l'empreinte carbone. Donc ce qu'ils ont publié, c'est que pour les centrales nucléaires, on est sur la base des moyens de production qu'on a en France, sur une empreinte carbone qui est de 6 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Donc ça c'est pour le nucléaire. Et ensuite, si on regarde la partie éolien, donc vous avez les chiffres ici, donc on va prendre l'éolien terrestre, qui est le plus avantageux, et donc on est quand même déjà à plus de 2 fois, c'est-à-dire à 14,1 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Et je vous donne pour information également le chiffre qu'ils ont calculé pour le photovoltaïque. Donc là, on est encore beaucoup moins, c'est encore beaucoup moins intéressant. On est
à 43,9 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Vous voyez qu'au final, eh bien, on est très clairement, d'après ces éléments, à la fois en termes de coûts de production, mais également en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on a véritablement le nucléaire qui est bien plus avantageux que l'éolien. On est sur un secteur dans lequel on va avoir beaucoup d'innovations, hein. On a par exemple aujourd'hui en cours de développement un EPR à Flamanville. Donc EPR, c'est une centrale de nouvelle génération qui s'appelle Génération 3+. Alors vous le savez certainement, il y a eu pas mal de problèmes de retard dans la construction. C'est une centrale dont la construction a débuté en 2007. Donc on est maintenant quasiment à 15 ans, et c'est vrai qu'on n'a toujours pas de mise en service. Ça sera peut-être l'année prochaine, mais on n'est pas encore sûr. Il y a quand même eu ce type de réacteur, hein, EPR, qui a été mis en service en Chine. Il y en a un, donc ça, c'est une nouvelle technologie qui fonctionne. Il y a d'autres types de technologies qui sont en cours de développement. Je voulais évoquer notamment une technologie c'est ce qui s'appelle les Small Modular Reactors, donc SMR. Donc le principe, c'est que c'est des petits réacteurs, hein, modulaires. C'est en fait tout simplement la même technologie que celle qu'on utilise aujourd'hui, mais en moins puissant. Donc c'est à peu près 10 fois moins puissant, entre 50 et 250 mégawatts pour chacune des unités. Et le principe, c'est que l'objectif, c'est d'arriver à standardiser la fabrication, de faire une grosse partie de la fabrication en usine pour surtout diminuer la durée, hein, de fabrication et donc d'installation, et diminuer les coûts. On a vu précédemment un des principaux problèmes, hein, du développement des centrales nucléaires, c'est vraiment la durée, hein. Celles qui arrivent à être mises en service le plus vite possible, c'est autour de 6 ans à peu près. Donc c'est vrai que ça peut sembler comme trop long. Et donc ça pourrait être véritablement une solution dans le futur pour permettre à l'industrie nucléaire de se développer. Personnellement, je suis vraiment très positif, hein, sur le futur du développement de l'industrie nucléaire, à moins véritablement d'une invention rapide dans le domaine des batteries qui pourrait soutenir le développement de l'éolien et du solaire. Mais sinon, il me semble que c'est vraiment la seule solution pour arriver à produire de manière efficace de l'électricité, et également sans émission de gaz à effet de serre, ou quasiment sans émission de gaz à effet de serre. On peut d'ailleurs noter que, y compris des organismes comme le GIEC, insistent sur le fait qu'il est important, la place du nucléaire est très importante dans le mix énergétique futur pour justement arriver à atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Il faut maintenant que je vous donne quelques éléments importants sur le combustible qui est utilisé dans l'industrie nucléaire, à savoir l'uranium. Donc on va regarder ici d'abord la production d'uranium au niveau mondial. Donc vous pouvez voir que la majorité vient du Kazakhstan, on a 41%, et ensuite c'est le Canada et l'Australie qui sont les principaux producteurs. Ici vous avez l'évolution dans le temps, hein. Donc on voit que, eh bien, le Kazakhstan est numéro un depuis assez longtemps. Le Canada a un peu diminué sa production ces dernières années, sans doute du fait de la baisse des prix de l'uranium. Si on regarde maintenant les réserves globales de ces pays, alors on a toujours les trois principaux, hein, l'Australie, le Canada et le Kazakhstan sont ceux qui ont vraiment les plus grandes réserves. L'Australie est celle qui a le plus de réserves, mais comme vous pouvez voir ici, c'est de l'uranium qui est assez cher à extraire en Australie, alors qu'il est beaucoup moins cher, hein, à extraire, vous le voyez ici, notamment au Kazakhstan, mais aussi au Canada. Alors ensuite, un point très, très important, c'est si on regarde l'évolution des dépenses en exploration, en développement et exploration de mines d'uranium. Eh bien, vous voyez que depuis à peu près, donc, alors j'ai pas les chiffres des 2 dernières années, mais on voit que depuis 2015, on est vraiment dans une tendance baissière avec des chiffres d'investissement qui sont très bas, hein. Donc ça veut dire que voilà, il y a de moins en moins
de recherche et de nouveaux sites de production. Et la dernière chose, c'est si vous regardez l'équilibre entre l'offre et la demande, ce qui est intéressant, c'est que eh bien, on est déjà aujourd'hui avec une demande qui est supérieure à la production, hein. La différence entre les deux étant apportée par ce qu'on appelle en anglais la secondary supply, c'est-à-dire le recyclage en réalité, hein, par exemple de l'uranium qui est utilisé dans le domaine militaire. Donc ça, c'est des éléments qui me font dire que on pourrait avoir, du fait de de l'ensemble de ces éléments, dans quelques années, un déséquilibre, hein, une demande qui soit un petit peu plus forte que l'offre, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'investissement dans la recherche et l'exploration. Si on regarde maintenant l'évolution du prix de l'uranium donc sur les marchés, alors là on est sur une très longue période depuis les années 80. Vous voyez que c'est un peu comme toutes les matières premières, hein. On a parfois des pics très très violents, hein, des accélérations très violentes. En moyenne, on est quand même plutôt dans la fourchette autour de 25-30 à peu près. Là, on a eu une hausse eh bien, c'est au cours de la dernière année assez forte, hein, jusqu'à 50 à peu près. Ça a l'air de se stabiliser aujourd'hui. Donc, c'est des marchés, hein, très clairement, comme pour souvent les matières premières, qui sont très volatiles et qui fonctionnent par cycle. S'il n'y a pas suffisamment pendant une longue période d'investissement, eh bien, on est face tout d'un coup à une hausse très forte des cours. Pour terminer, je voudrais vous donner deux exemples d'options pour investir, si vous le souhaitez, dans le domaine de l'industrie nucléaire. Donc, je ne donne pas ici de conseils en investissement, simplement des exemples, hein, de ce que vous pouvez faire. Bon, pour moi, il y a deux options. Ou bien vous passez par un ETF basé sur l'uranium physique. Donc, à ce moment-là, ce que vous allez acheter va suivre l'évolution du cours sur le marché de l'uranium. Donc, ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est eh bien d'investir dans une société qui est une minière qui extrait de l'uranium et qui ensuite vend cet uranium à des centrales, par exemple, ensuite l'utilisent pour produire de l'électricité. Donc c'est le cas, par exemple, de la société qui s'appelle Cameco. C'est une société canadienne qui est vraiment une des plus grandes sociétés au monde qui extrait de l'uranium. Elle a une capitalisation boursière de 12 milliards de dollars, hein, c'est ce que vous voyez ici. Et elle a une présence mondiale, donc en Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Kazakhstan et également Australie. Donc vraiment les zones où il y a effectivement beaucoup de réserves d'uranium. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, son cours a beaucoup augmenté, hein, ces 2 dernières années en suivant l'augmentation des cours de l'uranium. Vous voyez qu'il y a des variations parfois assez violentes. On était autour de 10 dollars par action et là on est à 30 aujourd'hui. Donc il y a vraiment des variations très fortes. J'ai regardé, alors ici ils disent qu'elle est un peu surévaluée en ce moment. Bon, j'ai regardé les derniers résultats financiers là pour l'année 2021. C'est vrai qu'ils ont vraiment très peu de marge brute. Vous pouvez voir ici, il y a eu une diminution du chiffre d'affaires. Ils ont peut-être arrêté certaines mines parce qu'elles n'étaient pas suffisamment rentables. En tout cas, on voit qu'il y a quand même très peu de marge ici qui est générée. Donc, ce qui fait que les ratios de valorisation, EV sur EBITDA par exemple, eh bien, sont pas très intéressants, hein. C'est supérieur à 40 en ce moment. Donc, mais c'est quand même intéressant d'avoir ce type de société, hein, dans sa liste des actions que vous suivez pour plus tard, hein, si vous souhaitez effectivement plus tard investir sur ce marché de l'industrie nucléaire. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut. Ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître la chaîne. À bientôt. Ciao.